Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Anaïs sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Anaïs. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anaïs et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle de Saint-Maurice-de-Lignon. C'est une petite commune qui est en Haute-Loire. Oui. Et j'ai 35 ans. 35 ans. Nous allons parler d'un thème avec lequel nous avons clôturé notre émission hier soir, d'un père qui nous évoquait le pardon qui lui a été refusé par ses deux fils, deux jumeaux, avec qui il avait eu malheureusement des problèmes lorsqu'il traversait une période de sa vie où il a souffert d'alcoolisme profond et d'une addiction donc profonde, et où ses agissements, avec ses fils, n'ont pas vraiment trouvé voilà, il était fâché avec ses fils et ses fils n'ont jamais voulu lui pardonner, et aujourd'hui il regrette tout ça, et nous avons largement évoqué ce pardon hier soir, Anaïs, mais vous, on va parler d'un autre pardon, et c'est ce pourquoi votre appel nous intéresse beaucoup. Vous avez écrit un livre, Pardonner, aux éditions Mareuil. Racontez-moi d'où part ce projet de livre. Alors, le projet de livre part tout simplement grâce à Nathalie Mazier, qui est la co-autrice. Oula, je vous entends très mal. Vous pouvez vous mettre dans un endroit où vous captez bien, parce que je vous entends très mal. Attendez, je vais essayer de me déplacer. Ah là, je vous entends très bien, ne bougez plus. Bon, voilà. Alors, je bouge plus. Voilà, ce livre part d'un projet avec Nathalie Mazier, du coup, qui est journaliste en affaires criminelles sur une chaîne publique. Voilà, c'est vrai qu'elle m'avait interviewé, elle, dans le but de son émission, et finalement, mon cheminement l'a touchée, et elle m'a proposé de m'aider à écrire mon histoire pour pouvoir la faire partager. D'accord. Alors, il s'agit bien évidemment de pardon. Vous avez pardonné, Anaïs, à l'assassin de votre père. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous résumer un peu le cadre de cette affaire, déjà, pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent? Oui. Alors, malheureusement, le 27 février 2012, mon père disparaît un petit peu mystérieusement, et son corps sera retrouvé une semaine plus tard, criblé de balles. On apprendra quelques jours après que c'est son assistante de direction qui lui a tiré dessus. D'accord. De tout ça, en fait, de cette affaire, qu'est-ce qui ressort de cette affaire? Elle l'assassine, pourquoi? Pour mauvais traitement, elle se sent mal payée, harcelée, ou est-ce que vous en avez su un peu plus? Alors, les raisons sont toujours restées floues, même au jour d'aujourd'hui, c'est pas très clair. Elle explique finalement qu'elle se retrouve en burn-out, que ça soit professionnel, personnel aussi, parce que finalement chez elle rien ne va non plus, et que sa seule porte de sortie à ce moment-là, ça a été ce geste ultime. Ce geste ultime. Vous connaissiez cette femme, Anaïs? Alors oui, c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'elle travaillait avec mon père depuis de nombreuses années, et c'est vrai que je la côtoyais un petit peu dans le cadre du travail. Et puis, ils étaient très proches, donc je la connaissais surtout par ses yeux à lui et par ce qu'il pouvait nous en dire. D'accord. Vous avez eu l'occasion de travailler à ses côtés, ou vous étiez trop jeune? Alors oui, j'ai travaillé quelques étés à ses côtés parce que finalement, j'allais dans l'entreprise de mon père en tant que travail d'été, on va dire. Oui. Donc je l'ai côtoyé un petit peu sur 2-3 années. Voilà. D'accord. Donc c'est quelqu'un que vous avez fréquenté depuis vos 7 ans, hein, visiblement. Oui, c'est ça. Quand vous alliez dans l'entreprise de votre père, elle était là. Et quand vous travailliez pour les jobs d'été avec votre père, vous la connaissiez. Vous parliez avec elle, vous échangez? Oui, alors quand j'étais enfant, c'est vrai que mon père était quelqu'un d'assez carriétiste, donc beaucoup au travail, et on connaissait pas les week-ends. Il était plutôt au boulot, même le samedi et le dimanche. Et c'est vrai que de temps en temps, il arrivait à m'emmener avec lui ces week-ends-là, et puis je passais du temps avec Bettina, on faisait des dessins ensemble, on allait regarder l'aquarium les poissons dans l'aquarium, des choses toutes bêtes. Oui. Alors, lorsque votre père est retrouvé criblé de balles,
peu après la découverte de son corps. Donc, vous expliquez que vous êtes tous réunis dans le bureau de votre père, avec plusieurs salariés dont il était proche, et Bettina était là. Quelle attitude avait-elle ? Alors, elle est comme les autres. Elle semble complètement accablée par la nouvelle. Elle semble triste. Elle a les larmes aux yeux. Voilà, comme tous les autres employés de l'entreprise à ce moment-là. D'accord. Et elle vient vous consoler ? Oui, tout à fait. C'est un passage, c'est vrai, qui est marquant dans cette histoire, c'est qu'elle me prend dans ses bras et puis elle avec avec toute la sincérité du monde, où c'est ce que j'ai l'impression à ce moment-là, elle me dit courage, il va falloir être forte. D'accord. Vous l'avez senti à ce moment-là sincère ? Oui, parce qu'elle semblait avoir vraiment de la peine, en fait. Ouais. C'était quelqu'un pour qui, mon père était quelqu'un pour qui elle comptait, et elle me semblait vraiment très triste. Oui, il y a parfois dans ces histoires de meurtre des dédoublements de personnalité, et là, ça m'est revenu, cette histoire, je la connais très bien parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer son ex-mari. Oui. Dans un film dans les yeux d'Olivier, consacré au pardon, justement, parce que son ex-mari, lui aussi, dans cette histoire, semblait avoir été complètement trompé, en fait. C'est ce pourquoi j'ai été amené à l'interviewer. Et c'est pour ça que cette histoire me revient de manière très claire, là, à l'instant. Les raisons du passage à l'acte, à l'acte, restent encore assez floues. Tous les deux, ils entretenaient une liaison, Bettina et votre père. Oui, ils avaient une liaison, pas professionnelle, et puis ils avaient une liaison qui était plus intime depuis apparemment de nombreuses années. Alors, chose que j'ignorais pas spécialement. Je pensais juste qu'au jour où ça s'est produit, c'était terminé. Très bien, donc elle va être confondue à un moment, puisque on va retrouver l'arme qui a servi à l'assassinat de votre père, qui est d'ailleurs une arme de son ex-mari, qui lui était collectionneur, et en plus Chinet avait plein d'objets chez lui. Je pense même qu'il était dans la partie, vous avez des foires, pas des foires à tout, mais comment on appelle ça? Les brocanteurs. Les brocanteurs, voilà. Oui, et je crois savoir que l'arme du crime appartenait à son ex-mari, et que la PJ va retrouver donc cette arme, et elle va être confondue grâce à la découverte de cette arme. Quel souvenir vous gardez du procès? Parce que vous allez revoir Bettina au procès. Oui, alors, déjà, elle a pas forcément été confondue grâce à l'arme. L'arme a été retrouvée chez elle, mais elle s'est dénoncée spontanément le lendemain de la saisie. C'est elle qui se dénonce en fait auprès des services de gendarmerie seule. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que ça change un petit peu les choses. Après, au niveau du procès, c'est vrai qu'on y va plein d'attentes finalement dans ce procès. On y va avec surtout des attentes de réponse. C'est très dur, c'est émotionnellement très difficile sur 3 jours, physiquement aussi. Et puis moi, pour ma part, j'en suis ressortie très très frustrée, parce que finalement, j'avais rien appris de bien plus que ce que je savais déjà. Mais c'est surtout que vous étiez habité d'un sentiment de colère extrême vis-à-vis d'elle. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on rentre, la seule chose qu'on veut, c'est qu'elle paye. Bien évidemment. Vous étiez enceinte de votre premier enfant, en plus, lorsque ce procès a lieu. Alors, je suis enceinte de mon premier enfant lors de l'assassinat de mon père. Lors de l'assassinat de votre père, oui. D'accord. Ok. Lors du procès, donc, vous êtes en colère. Vous vous adressez à elle. Vous avez un échange avec elle? Alors oui et non, très peu, parce que finalement elle est appelée à la barre pour s'exprimer. C'est vrai que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous demande pardon. Mais on peut pas lui répondre spontanément. Je vais pouvoir lui adresser un petit peu la parole sur le dernier jour, quand moi je vais pouvoir faire un témoignage spontané à la barre. D'accord. Et puis elle va être condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Oui. Au final.
La bascule s'opère en mai 2014, à la fin du procès, justement, lorsque Bettina est condamnée à 18 ans de réclusion. Vous avez une prise de conscience. Et quelle est-elle, cette prise de conscience, Anaïs ? Alors en fait, ce qui se passe pendant le procès, c'est que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont amenées à témoigner. Alors j'apprends des choses de sa vie que j'ignorais, Oui. sur son adolescence essentiellement, des choses qu'elle avait vécues, essentiellement un viol. Donc c'est des choses qui forcément me touchent et me font comprendre certaines choses et certaines réactions qu'elle aurait pu avoir. Et puis se passent 2 témoignages qui me touchent beaucoup, c'est celui de sa fille en premier lieu. Oui, oui. Qui dépeint en fait sa maman. Oui. Donc en tant que maman, en tant que femme, et c'est vrai que voilà mon image, l'image de meurtrière en tout cas qu'elle avait à mes yeux commence un petit peu à ce moment-là à changer. Oui. Et puis en deuxième partie, c'est la plaidoirie de son avocat. C'est vrai que Maître Metaxas fait une jolie plaidoirie, si je puis dire. C'est vrai qu'à ce moment-là, je la vis pas forcément comme ça, mais avec le recul, c'est une belle plaidoirie. Et il arrive à la réhumaniser. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans les contours de la personnalité de Bettina à ce moment-là ? Finalement, ce qui me touche, c'est de me dire que c'est une femme qui a quand même beaucoup souffert et qui a été fragilisée par la vie. Oui. Et qu'à ce moment-là, elle était très très seule. Elle s'est retrouvée avec personne à qui parler de ses problèmes. Et elle a plus su, gérer ce qui se passait dans sa tête, dans sa vie. Elle a perdu pied. Elle a perdu pied. Et c'est justement là, au moment où elle perd pied, où c'est votre père qu'elle voit comme responsable de tous ces déboires, alors que je crois que vous avez appris au procès que c'est une femme qui avait traversé pas mal d'épreuves. C'est ça. Oui, voilà. Et puis, il aura été dit clairement au procès. D'ailleurs, je crois que c'est Maître Metaxas qui le dit et qui dit, Monsieur Gletti a payé pour tous les hommes qui lui ont fait du mal. C'est vrai, ouais, c'est ce qui était ressorti, je me souviens. En février 2016, les mois donc ont passé, et c'est la date anniversaire du décès de votre père, et vous ressentez le besoin de lui écrire directement en prison. Oui, alors tout de suite à la sortie du procès, même en 2014, j'avais fait la démarche de vouloir la rencontrer. Oui. Démarche qui avait été refusée par le procureur et le juge d'instruction, parce que c'est vrai que c'est pas dans les mœurs finalement qu'une victime rencontre une meurtrière, surtout quand c'est son propre père. Donc j'avais un petit peu fait le deuil de cette envie de la rencontrer, et puis finalement cette date anniversaire arrive, et là je ressens le besoin de lui écrire et de lui déverser tout ce que j'ai ressenti en fait durant ces quatre dernières années. Vous êtes devenue maman en plus, donc le fait que votre enfant ne voit pas son grand-père a dû tout de même vous apporter des émotions supplémentaires. Je suppose que ça a dû être très dur, ça. Oui, tout à fait. J'ai eu un deuxième enfant en 2015. Donc c'est vrai que en devenant maman, effectivement, il y a des choses qu'on comprend qu'on n'avait pas forcément envisagées avant aussi. Alors ça n'a pas été facile pour vous de lui décrire tous les sentiments par lesquels vous êtes passé en 4 années, mais vous lui écrivez. L'idée n'était pas de l'accabler, vous dites, mais vous lui dites ce que vous ressentez, et vous faites preuve même d'une certaine bienveillance à l'époque. Oui, c'est ça. En fait, j'étais vraiment partie dans une intention de juste un petit peu vider mon sac et lui faire comprendre aussi par quelles étapes j'étais passée, cette colère, cette haine, cette incompréhension, ce déni même à un certain moment. Oui. Et puis finalement, les années passent et la colère s'estompe petit à petit. Et j'avais besoin de lui faire part de tout ça, mais je voulais pas qu'elle se sente agressée par mon courrier. Répond-elle à ce courrier ? Oui, elle répond. Alors, elle répond un mois et demi après, ce qui est très court et finalement très long aussi à la fois. Elle me répond une lettre très succincte où elle me dit qu'elle a été bouleversée finalement à la lecture de mon premier courrier et qu'elle s'engage à m'aider du mieux qu'elle pourra. D'accord. Vous avez une autre épreuve très dure à traverser, Anaïs, puisqu'en 2019, votre compagnon et le père de vos 2 enfants décèdent dans un accident de voiture. Mais le fil là n'est pas rompu avec Bettina et surtout la fille de Bettina en fait. La fille de Bettina, vous avez des rapports avec elle ou non? J'ai mal compris.
Alors la fille de Bettina, si on s'est vu voilà de façon ponctuelle pendant toutes ces années de détention, et c'est vrai que vu que moi je pouvais pas rentrer en contact direct avec sa maman, c'est elle qui me fournissait un petit peu les informations, et puis voilà, on s'est vu de façon ponctuelle. D'accord. Que vous répond-elle dans cette première lettre? Alors dans sa toute première lettre, voilà, elle me répond qu'elle est extrêmement touchée par mon courrier, qu'elle s'attendait pas forcément à ça, qu'elle a mis longtemps à me répondre parce qu'il a fallu qu'elle choisisse les bons mots, et que elle s'engage à répondre à toutes mes interrogations et à être là pour moi tout au long de son parcours et de ma vie finalement. Mmh. Nous avons eu un criminologue il y a quelques mois. Ici sur cette antenne, c'était extrêmement intéressant puisque ce monsieur était criminologue depuis une 60aine d'années. Il était lui-même le papa d'un petit garçon de 11 ans qui avait été assassiné sauvagement dans le sud de la France, et il lui avait fallu comprendre, et il parlait à l'époque de circonstances éclairantes. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de déterminer justement quelle peut être la personnalité d'un ou d'une meurtrière comme ça, ces circonstances éclairantes, c'est ce qu'il l'appelait comme ça, ce sont tout ce qui a pu amener cette personne à devenir à un moment X ce monstre capable d'enlever la vie dans des circonstances particulières. Et donc il nous parlait de ces circonstances éclairantes, et justement j'ai trouvé très beau, vraiment très beau, ce que vous avez écrit. Vous dites: lors d'un procès pénal consacré à une histoire aussi violente et terrible que celle de mon père, la personne dans le box apparaît comme une sorte de monstre. Quand vous êtes sur le banc des parties civiles, vous n'arrivez plus à mettre un visage humain. Petit à petit, au fil de nos échanges, cette image s'est estompée et la colère avec. C'est ce que vous avez ressenti, Anaïs? Oui, tout à fait. C'est vrai que cette image de monstre, c'est quelque chose qui reste gravé pendant longtemps et puis qui est très destructrice. Et moi, j'ai eu besoin, donc par ces échanges dans un premier temps, de la retrouver en tant qu'être humain, en fait. Mmh. On va continuer à évoquer votre mue et l'évolution vers ce pardon. Vous restez avec moi, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 22h50, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes avec Anaïs qui a pardonné à la femme qui a assassiné son père dans une démarche de justice restaurative. C'est ce que Anaïs va nous expliquer. Anaïs est l'auteur du livre Pardonner aux éditions Mareuil. Alors, vous entretenez cette relation avec Bettina pendant des mois, et puis elle vous répond. Donc, il y a cette épreuve que vous traversez avec la mort de votre compagnon et qui est le père de vos enfants, dans un accident de la route. Petit à petit, donc, au fil de vos échanges, cette image s'est estompée, et la colère avec, dites-vous. À partir de là, quelles envies vous avez, Anaïs? Quelles envies vous nourrissez vis-à-vis de Bettina? Vous avez envie de la rencontrer? Alors oui, c'est vrai que toutes ces années de correspondance, finalement, me permettent de la revoir comme la personne que je connaissais avant. Et à ce moment-là, ma seule envie, effectivement, c'est d'aller au bout de ce que j'avais envie déjà en 2014, c'est de la revoir pour lui remettre, finaliser en fait cette image d'être humain et lui redonner son humanité. En fait, j'avais besoin de ça. Oui, et vous y arrivez donc à lui redonner cette humanité, mais est-ce que vous finissez par la voir ou vous ne la verrez jamais en fait? Alors si, je finis par la voir il y a à peu près un an, c'était en juin 2023, oui. Grâce justement à ce processus de justice restaurative qu'elle-même enclenche de son centre de détention. D'accord, elle enclenche ça de son centre de détention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-moi. Alors en fait, elle est suivie par des SPIP, donc qui sont des conseillers d'insertion et de probation au niveau des centres de détention. Oui. Et on lui propose d'intégrer ce programme de justice restaurative et de choisir avec qui elle souhaite l'intégrer. Oui. Et c'est vrai que voilà, sachant elle savait que je souhaitais la rencontrer, donc tout de suite, elle m'a proposé de l'intégrer avec elle. D'accord, parce que généralement, en France, si j'ai bien compris,
cette justice restaurative existe. D'ailleurs, il y a un très bon film qui a été fait, qui est sorti cette année. Je garderai toujours vos... Je verrai toujours vos visages. Voilà, je verrai toujours vos visages, mais on apprend que dans cette justice restaurative, justement, le procédé de restaurer, il se fait avec les auteurs des mêmes crimes qui ont été commis, en fait, mais pas directement les auteurs du crime dont vous avez été la victime. Elle arrive quand même à vous intégrer dans ce programme. Alors en fait, la justice restaurative, ça peut être les deux. Ça peut être effectivement des auteurs d'infractions similaires avec des victimes qui ne sont pas les mêmes, ou alors comme nous on a pu faire avec la même histoire. D'accord. Donc c'est Bettina qui a pris l'initiative que vous participiez à cela. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Vous arrivez dans une salle comme dans le film. Il n'y a que Bettina ou il y a plusieurs victimes qui sont là? Alors déjà, il faut savoir que ça a été préparé à peu près sur 6 mois. Oui. Donc avant de pouvoir rencontrer Bettina, je rencontre des animatrices de justice restaurative. Oui. C'est des personnes qui sont formées à faire ça en fait. Voilà, et se tient à peu près 4 entretiens préalables avant de pouvoir la voir. C'est des entretiens psychologiques finalement où on réfléchit à pourquoi on souhaite voir la personne, qu'est-ce qu'on veut lui dire. C'est très long, c'est assez... voilà, c'est très bien encadré en tout cas. Et le jour de la rencontre, c'est fait en sorte qu'on soit prêt. D'accord, que vous soyez prêts des deux côtés. Bettina, voilà, des deux comme côtés. vous. Oui, parce qu'elle a les mêmes entretiens que moi finalement de l'autre côté. D'accord, vous pouvez stopper le processus à tout moment, si vous en avez envie. Oui, voilà. Enfin voilà. Que ce soit elle, que ce soit moi ou que ce soit les animatrices de justice restaurative, tout le monde peut stopper le processus si finalement le résultat était pas bon. En tout cas, vous êtes déterminée et elle aussi, donc cette rencontre va se faire. Comment ça se passe? Dites-moi. Oui, donc c'est une rencontre qui se fait, donc comme je l'ai dit, en juin 2023. On se retrouve dans une petite salle, c'est une salle de coworking finalement, en dehors des murs de la prison, puisque elle est sortie depuis quasiment 2 ans. Oui. Elle est sortie de prison depuis 2 ans, d'accord. Elle est sortie de prison depuis juillet 2021, oui. D'accord, et malgré ça, vous ne vous êtes pas vue à l'extérieur? Et non, parce qu'on était sous l'interdiction de la juge d'application des peines, en fait. D'accord. Interdiction qui est toujours d'actualité d'ailleurs. D'accord, toujours d'actualité, ok. Oui. Donc voilà, donc on se rencontre dans cette petite salle. On s'est préparé une espèce de liste de questions un petit peu en amont. Alors c'est pas une liste que j'ai par écrit, c'est une liste dans ma tête. Je sais à peu près où je veux aller, qu'est-ce que je veux lui dire et tout ça. Et puis finalement. Ça se passe comme je l'avais imaginé, ça se passe dans la bienveillance parce qu'on est sur la même longueur d'onde toutes les deux. Oui. Vous dites que vous avez l'impression bizarre de retrouver celle que vous aviez quittée 11 ans plus tôt. Ça a dû vous faire drôle, ça? Oui, c'est ça. Finalement, quand je rentre, je me rends compte que physiquement, elle a pas tant changé que ça. Oui. Il s'est passé un peu plus de 10 ans, mais je la reconnais bien. Et puis c'est vrai que quand elle prononce ses premiers mots, je retrouve la voix de Bettina et c'est vrai que ça me fait du bien. Vous dites que vous avez ces 2 heures vous ont permis de la ramener d'une certaine façon dans le camp des humains et de la dissocier de l'acte horrible qu'elle avait commis. Est-ce à dire que vous avez fini par oublier au bout d'un moment l'acte qu'elle avait commis justement? Alors quand je me trouve avec elle dans cette pièce, voilà, c'est un moment, je l'explique, mais je dis il n'y a plus ni victime ni accusé, c'est juste 2 êtres humains qui se parlent. Et c'est vrai que c'est vraiment cette sensation-là que j'ai quand je l'ai en face de moi. Je la vois comme une femme, comme une mère de famille, comme une collègue de boulot éventuellement, mais pas comme une meurtrière. C'est extraordinaire de voir tout ce que vous avez pu ressentir par rapport à elle. Et elle est à l'aise, elle, avec vous, ou vous sentez que c'est compliqué pour elle? Non, alors bien sûr, les premières minutes, il y a de la tension dans la pièce, on la sent bien, mais c'est vrai que finalement, l'ambiance va se détendre assez rapidement. Par choix, moi j'avais choisi de ne pas revenir sur les faits parce que voilà, je les connaissais par cœur et que je ressentais plus le besoin d'y revenir dessus. Donc on avait décidé de se tourner plutôt vers ce qu'elle avait vécu elle en détention et puis vers l'avenir qu'elle envisageait. Donc c'est vrai que la discussion a été plutôt fluide et on oublie assez vite cette tension du départ. Vous avez pu lui dire que vous lui pardonniez
et avec ces mots. Hein, Oui, bien sûr, ça c'est pareil, c'était quelque chose qui était très important pour moi. J'avais besoin de lui dire, déjà pour me libérer et puis pour qu'elle les entende de vive voix. Je lui avais déjà un petit peu dit par correspondance, mais c'est vrai que ça n'a pas la même portée que 10 yeux dans les yeux. Oui. Et voilà, c'est quelque chose de fort à ce moment-là. Alors vous parlez de libération. Justement, j'aimerais parler de votre libération et on parlera aussi de la sienne, parce que le pardon à ce moment-là il vous libère de quoi, Anaïs? Le pardon, il me libère de la colère en fait qui me reste. Quand je choisis, finalement, c'est un cheminement plus qu'un choix, mais quand je chemine vers ce pardon, je sens que toute la colère que j'ai pu ressentir pendant toutes ces années diminue progressivement. Ouais. Et elle, bien évidemment, je suppose que ça la libère aussi de vous écouter et d'entendre ces mots de pardon. Elle vous dit qu'elle n'arrivait plus à se regarder dans la glace depuis des années, et c'est une manière de la libérer elle aussi. On va marquer une nouvelle pause, comme ça on prendra le temps de conclure juste après l'info. D'accord, Anaïs? D'accord, pas de souci. On se retrouve tout de suite dans quelques minutes. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est 23h passé de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1. Et vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes depuis le début de l'émission avec Anaïs qui a écrit Pardonner aux éditions Mareuil, et qui est l'histoire du pardon de cette jeune femme envers l'assassin de son père, Bettina. Dans une démarche de justice restaurative, Anaïs a accordé son pardon à cette femme. Vous évoquez votre libération, en fait, Anaïs. Vous étiez vidée, rincée à la fin de cet entretien, mais réparée, dites-vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je ressors de cet entretien, je me sens libre en fait. J'ai l'impression d'avoir posé mes valises que je traînais depuis des années finalement derrière moi. Oui, quelque chose qui devait vous écraser, un peu un poids assez terrible en fait. Oui, voilà, c'était quelque chose qui était très très lourd à porter et finalement ce poids s'évapore, mais c'est instantané. Et puis vous devez être aussi plus apaisé avec l'histoire de votre père. Et finalement, je dis toujours, on fait comme on peut dans nos vies respectives, mais il est certain que vous avez dû faire la paix aussi avec votre père. Oui, c'est vrai que finalement, ces 10 dernières années, c'est plusieurs étapes de deuil. Faut faire le deuil de la vérité finalement, parce que la vérité, on l'aura jamais, puis elle-même est pas capable de la fournir. Je pense qu'elle la connaît pas. Et puis voilà, il y a différentes étapes comme ça qui passent pour accepter l'histoire jusqu'au bout. Oui, tout ça est beaucoup plus complexe, ayant eu une face, une autre face de l'histoire, comme j'ai pu la recueillir. Il est certain que cette histoire est beaucoup plus complexe que comme ça on peut l'observer au premier abord. Il est certain que Bettina est une personnalité aussi complexe et qui a eu elle aussi à affronter des épreuves particulières. Comment votre démarche a-t-elle été prise par vos proches? Alors c'est vrai que certains ont eu du mal à comprendre. C'est une démarche qui est tout à fait personnelle. Après voilà, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est ouverte, qui est bienveillante. On est à l'écoute les uns des autres et je me suis jamais sentie jugée dans ma démarche. Voilà, c'était la mienne. Ils l'ont entendu. D'accord. Vous êtes en tout cas allé au bout de votre chemin et pour vous, mais aussi, je pense, pour vos enfants aussi, c'est une démarche importante que celle de pardonner, de vous libérer, parce qu'on parle souvent de blessures transgénérationnelles, et je pense que en faisant cela, vous avez aussi libéré vos enfants d'un certain poids.
Oui, peut-être. C'est vrai que l'écriture du livre, c'est aussi pour eux. Et puis mon parcours aussi, je l'explique dans le livre. Je dis qu'après le décès de mon conjoint, j'étais tellement en colère contre la vie que j'étais en train de devenir la maman que je ne voulais pas être, en fait. Et c'est vrai que avancer vers ce pardon, et ben ça m'a libéré de toute cette colère et ça m'a permis effectivement d'être au plus près de ce que je souhaitais être pour mes enfants. Bettina aura passé presque 8 ans en prison. Je sais qu'elle a été une détenue modèle lors de ces 8 années d'incarcération. Savez-vous ce qu'elle est devenue aujourd'hui et à quoi ressemble sa vie? Bettina a passé à peu près 9 ans en détention, puis une année sous bracelet électronique. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle aspire à se reconstruire, à profiter un petit peu de sa famille. Elle travaille, elle se réinsère dans la société de la meilleure façon qu'il puisse. Et voilà. Et ce pardon que vous lui avez accordé l'aide sans doute dans cette reconstruction, ma chère Anaïs. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que votre bouquin s'appelle Pardonner aux éditions Mareuil, votre livre, et ce livre donc évoque le pardon que vous avez accordé à la femme qui a assassiné votre père. Tout ça sur fond d'une démarche de justice restaurative. Si vous voulez en savoir un peu plus, Pardonner est aux éditions Mareuil. Merci Anaïs, bonne soirée. Merci Olivier. Bonsoir.